Bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente rapidement, je suis Stella Jacob, je suis fraîchement conceptrice d'expériences interactives et je viens vous parler de toxicité en ligne, de modération et du métaverse. Moi, je travaille depuis plus de 5 ans dans le domaine de la réalité virtuelle avec Diversion Cinéma, qui a comme activité de diffuser la réalité virtuelle et dont les missions sont autour de l'évangélisation de cette technologie auprès du grand public. Et notamment, on traite un peu des questions d'accessibilité et d'inclusivité. Par la suite, moi, j'ai repris les études et j'ai fait un master du Gobelin en partenariat avec le CNAM Engine, dans lequel j'ai fait une thèse professionnelle qui s'appelle Safe dans le métaverse et que je vais essayer de vous résumer en quelques minutes ici. L'histoire, elle commence du coup en mars 2020, puisque, je ne sais pas si vous le saviez, il y avait une pandémie et du coup un confinement. Et la communauté XR, à ce moment-là, elle décide de se retrouver en ligne dans des espaces de social VR. Et notamment à travers le groupe WhatsApp XR Crowd, on se retrouve à tester des plateformes comme VRChat, Engage, le Modial Hub ou même Rec Room. Et pour la première fois, j'ai une expérience positive de jeux en ligne, de jeux multijoueurs. Et du coup, je me dis que ça serait intéressant de développer ça. En mai 2021, il est temps pour moi de choisir un sujet de thèse professionnel. Et je décide du coup de faire un petit état de l'art du métaverse. Et j'y découvre du coup qu'il y a c'est pas vraiment une innovation, c'est vraiment une convergence de pratiques et de technologies. Et que du coup, on peut parler de métaverse en regardant à ses racines, que sont les réseaux sociaux, les MMORPG et les jeux multijoueurs en ligne, et la social XR. En septembre 2021, je commence à rédiger du coup cette thèse professionnelle. Il y a un article qui sort sur le blog de Meta, à l'époque Facebook, qui est coécrit par le numéro 2 de Facebook, qui s'appelle Andrew Bosworth, dans lequel il parle des différents défis que le métaverse a surmontés pour devenir le métaverse. Dans ces défis, il liste notamment la question de la sécurité et de l'inclusion, comme des sujets non résolus. Et pourtant, en octobre 2021, Facebook annonce aujourd'hui, Facebook n'est plus Facebook, mais Meta, et tourne un peu son business model vers du coup le métaverse. Et ensuite, en novembre 2021, alors que je suis en train de finir de rédiger ma thèse professionnelle, il y a une note interne du même Andrew Bosworth qui sort, qui est rendue visible par le Financial Times, dans lequel il parle de la modération et il demande en fait à ses employés de travailler un système de modération du niveau Disney. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il étudie un peu les questions de toxicité en ligne et il se retrouve à remarquer que les publics marginalisés, dans lesquels il met les femmes aussi, sont sujets à des problèmes de harcèlement en ligne. Et que ça pourrait mettre à mal tout le business du métaverse, en fait, puisque c'est aussi le grand public, et que si le grand public n'est pas le bienvenu dans le métaverse, qui le sera? Et du coup, que ça mettrait aussi en danger le business model de Meta, quoi. Donc là, moi, je me frotte un peu les mains, puisque je me rends compte que la question de la modération dans le métaverse, elle a plusieurs enjeux qui sont tous intéressants. Le premier, c'est évidemment la question de l'inclusion. Le fait d'accueillir le grand public, c'est aussi accueillir la diversité du grand public. Il y a une question business, puisque là, on est sur un risque commercial de Meta de vendre une solution alors que des problématiques ne sont pas résolues. Il y a une question éthique, celle de la justice dans les mondes en ligne. Et il y a évidemment une question sociétale, puisque dans le métaverse, on peut créer un monde de zéro, et du coup, on peut penser un nouveau monde. Donc ma problématique de cette thèse professionnelle, elle est autour de comment assurer une forme de sécurité dans l'expérience du métaverse. Et le constat est un peu compliqué autour notamment du fait que la toxicité en ligne, c'est un problème qui n'est pas natif du métaverse, qui est déjà présent auparavant dans les jeux en ligne, dans les réseaux sociaux. Et là, je vous ai fait une petite sélection d'articles autour du sexisme dans les mondes en ligne, mais évidemment ça touche aussi des questions de LGBTQI-phobie, de racisme, de négationnisme, enfin bref, c'est quelque chose qui est présent et qui a un impact puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui 57% des joueurs en ligne ont déjà été harcelés. Ces violences virtuelles, elles ont un impact réel, puisque quand l'Anti-Defamation League fait une petite étude, ils se rendent compte qu'il y a une partie de ces joueurs qui vont avoir des comportements
altérés et des soucis de santé mentale en fait, associés à ce harcèlement. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a? On a des outils de modération qui existent et qui sont plutôt déceptifs. Je le développe un peu plus dans mon article que j'ai écrit pour XRMust. Mais en gros, dans ces outils-là, on a plusieurs catégories. Il y a une première catégorie qui consiste à permettre à la victime de s'isoler. Et ces outils-là, ils sont efficaces. Ça permet de se mettre en retrait, de ne pas participer au chat, de se mettre, même d'empêcher les gens d'intégrer, on va dire, notre cercle proche. Les gens ne peuvent pas nous dépasser cette bulle qu'on aurait autour de nous. Mais ce ne sont pas des solutions, ce sont juste des petits pansements sur la blessure de la toxicité en ligne. Ce qui existe d'autre, du coup, ça va être le fait de bannir le joueur et d'autres solutions de système de statut, de notation. Mais tous ces éléments-là, ils n'ont pas été pensés en amont, ils ont été créés pour fixer des problèmes. Et du coup, c'est vraiment un manque, selon moi, des développeurs de monde virtuel de ne pas penser, en fait, du point de vue de l'utilisateur et de ne pas prendre en charge, on va dire, les questions de bienveillance, de respect et de justice, en fait, dans les mondes virtuels. Et pourquoi on ne prend pas en charge ces questions de justice dans le monde virtuel? C'est parce qu'un argument qui revient souvent, c'est que ce n'est que du jeu. Ça, c'est une pensée qui est théorisée par John Huizinga, donc déjà dans les années 50, celle de la théorie du cercle magique. C'est un monde fictionnel dans lequel on entre, on est un personnage, et du coup, on n'a pas à justifier de nos actes dans le cadre du jeu. Mais avec l'arrivée du métaverse et du coup la fusion un peu de nos identités réelles et en ligne, eh bien, la question c'est de se demander jusqu'à quand on ne va pas appliquer une forme de justice dans le monde virtuel. Et Benjamin Cardella, qui est du coup doctorant en droit, lui il considère que l'absence de justice dans le virtuel, elle est valable elle n'est plus valable à partir du moment où il y a une économie transmonde, ce qui est le cas dans le métaverse. Donc là, on peut se dire qu'on peut peut-être penser à appliquer une forme de justice dans le monde virtuel. Et du coup, on va voir un peu les différentes fonctions de la justice. Et on se rend compte qu'il y a une partie des fonctions de la justice qui sont déjà assurées par les outils de modération. La rétribution, la dissuasion, l'élimination, mais pas la partie réparation ou réhabilitation. Ensuite, on va se demander qui va avoir ce pouvoir de la justice, qui va modérer dans ces mondes virtuels. Et on a plusieurs réponses. On a tout d'abord les intelligences artificielles, qui sont assez utiles pour dégrossir la masse d'informations, mais qui sont sujettes à des biais algorithmiques. On a ensuite les développeurs, qui du coup pourraient prendre cette responsabilité-là d'assurer une forme de justice. Le problème, c'est que les développeurs se retrouvent à la fois au pouvoir exécutif, judiciaire et légal, ou en tout cas on est vraiment sur une forme de dictature virtuelle qui n'est pas forcément souhaitable. Et ensuite on a les membres de la communauté, donc les utilisateurs. Si on revient un petit peu sur les chiffres du harcèlement dans les mondes virtuels, on se rend compte aussi que ces taux de harcèlement, ils sont pas que faits, c'est aussi des gens qui... ils ne sont pas seulement subis, ils sont aussi réalisés. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste victime ou auteur de violence, on est parfois les deux. Et quand on voit que 35% des joueurs ont déjà, en tout cas, insulté quelqu'un d'autre, il serait peut-être inclusif de les prendre en compte dans la réflexion et d'essayer de les amener vers des meilleurs comportements en ligne. Et ça, en fait, c'est assez intéressant puisque ça rejoint la question de la justice restaurative. La justice restaurative, qu'est-ce que c'est? C'est une justice qui évolue en général en parallèle de la justice classique et qui permet de redéfinir les peines au regard de la victime. C'est aussi intégrer le prévenu dans la discussion pour refaire communauté. L'idée, c'est de remédier plutôt qu'infliger et dans un objectif, on va dire, de paix sociale, puisque c'est ça le but au final de la justice, c'est de ramener la paix. Donc, par exemple, on a une petite citation de ce n'est pas un village tant qu'un vrai conflit n'a pas été traversé. L'idée là, c'est que peut-être même que gérer un conflit, c'est une façon de renforcer la communauté. Et donc la communauté, cette notion-là, elle est à la fois au cœur de la justice restaurative,
Elle est le meilleur acteur peut-être pour la modération et elle permet aussi de prolonger l'expérience du métaverse puisque en général, quand un chat est présent sur un jeu multijoueur, le fait de participer à ce chat-là prolonge l'expérience de jeu et prolonge du coup la durée de vie du joueur dans un monde en ligne. Donc à partir de cette notion de communauté, je me suis posé la question de les communautés virtuelles aujourd'hui, qu'on soit membre d'un Discord ou dans une guilde sur World of Warcraft, est-ce qu'ils font déjà usage de cet outil, d'outils de justice restaurative? Donc j'ai questionné une petite centaine de personnes, ça vaut ce que ça vaut, sur leurs usages, leur appartenance ou non à une communauté virtuelle, leur comportement face à un conflit en ligne et leur notion de préféré de justice. Et le résultat est un petit peu décevant, puisqu'on se rend compte que les membres de communautés virtuelles vont favoriser un tout petit peu plus l'idée de voter pour bannir quelqu'un. Et ça, c'est un peu l'écueil de la justice par le collectif, c'est la logique de la guillotine. La logique de la guillotine, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de, par le pouvoir du groupe, faire plus mal, d'être plus violent que ce qu'il ne devrait. Et du coup, on peut peut-être conclure sur cette étude sur le fait que les communautés virtuelles aujourd'hui, elles sont peut-être moins enclines à faire appel à la justice restaurative. Et ça, c'est dû à plein de choses, mais notamment à une question de culture et d'usage des mondes en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut accompagner les gens. Donc, les accompagner, ça va être faire de l'éducation aux notions de justice restaurative. Ça va être proposer et travailler à des outils de modération qui sont guidés par la communauté. Donc, inclure les utilisateurs dans cette réflexion. Et ça va être aussi le fait de tenter et de mettre en place des systèmes de justice virtuelle pour essayer de pallier à ce problème, puisque là, on est sur un status quo où plus personne ne cherche vraiment à résoudre ce problème. Donc, dans les propositions d'outils de modération alternatifs qui existent, on peut, par exemple, penser un petit peu différemment le design de jeu de nos projets. Typiquement, le fait d'avoir des designs de jeux compétitifs, on sait que ça va augmenter potentiellement les échanges toxiques. Ça fait partie du lot. Donc pourquoi pas mettre la communication au centre d'une expérience de jeu et du coup de réduire les features et de permettre par consentement mutuel l'évolution de cette communication vers un échange audio. Ou alors, ça va être aussi par la gamification de la résolution de conflits, en demandant à une personne issue dans une communauté de faire le médiateur entre personne A et personne B. Et cette personne-là, elle sera du coup notée par la communauté, la personne A et la personne B. Et cette personne-là pourra recevoir un badge médiateur ou un token, par exemple. Et la troisième solution, troisième outil de modération alternative, il est peut-être le plus simple, mais il est plutôt efficace, c'est le fait de détailler les actes et les conséquences. Donc permettre aux victimes de signaler avec plus de détails les raisons de leur signalement, par exemple, et notamment de leur demander quel type de peine elles voudraient voir se passer, quelles sanctions elles voudraient voir, puisque ça permet aussi de s'exprimer sur les violences qu'on subit. Mais il y a aussi la carte de réforme qui du coup serait donnée aux prévenus, qui ferait une espèce de récap des différentes raisons pour lesquelles la personne a été bannie. Et ça, par exemple, ça a été mis en place par l'équipe de Riot pour League of Legends, qui cherche beaucoup de solutions autour de leur communauté qui est connue comme assez toxique. Et par exemple, ces cartes de réforme, elles permettent aussi d'être montrées aux autres et d'être discutées au sein de la communauté pour peut-être se rendre compte que notre acte, même si on le remet en cause, il est banni, en tout cas, il est mal considéré par la communauté. Donc, mes conclusions sur moi, ce que j'ai cherché, c'était vraiment l'idée de trouver des solutions prospectives, mais qui sont basées sur l'existant. Et on se rend compte que, évidemment, c'est un enjeu crucial pour les développeurs, pour accueillir le grand public dans le ou les métaverses. C'est aussi l'occasion peut-être de redéfinir un système de justice adapté, à la fois pour le monde réel, mais aussi le monde virtuel. Moi, ça me permet aussi de souligner l'importance de la question politique dans le virtuel, puisque aujourd'hui, il y a une pensée politique dans les mondes virtuels, notamment dans la Silicon Valley, autour du techno-libertarisme. Je vous invite à vous renseigner sur cette façon de penser, parce que ça vous permet de savoir si vous êtes aligné ou non. On a tendance à penser que les espaces virtuels sont dépolitisés, et ce n'est pas le cas. Et
Et du coup, pour vous, par exemple, si vous créez votre métaverse, peut-être renseignez-vous sur les questions de modération et sur la justice restaurative. Et essayez aussi peut-être de créer une communauté, un début de communauté plutôt inclusive, puisque évidemment, ça va influencer le reste de votre communauté. Si par exemple vous avez envie d'investir dans le métaverse, vous voulez acheter des terres par exemple, je vous conseille de choisir un monde avec un système de DAO, donc d'organisation décentralisée, qui vous permet, quand vous achetez un terrain, de peser dans le CA de tel ou tel métaverse. Et du coup, peut-être de faire remonter ces questions de modération dans ce CA. Et puis ensuite, si vous êtes visiteur de métaverse, je vous invite à ne pas être juste visiteur, ne pas être utilisateur ou être consommateur, mais être véritable citoyen virtuel, puisque c'est aussi par les petits gestes qu'on arrive à des grandes choses. Du coup, pour terminer, je vais finir sur une petite citation de Philippe Keough, qui est l'ancien directeur de l'INA, qui parle du virtuel en disant que c'est avant tout un outil de représentation, et que la vérité du virtuel, c'est avant tout le bien commun. Et on a tendance à l'oublier. Du coup, le virtuel nous permettrait de représenter ce bien commun. Et c'est ça l'utopie du virtuel. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, en fait. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis preneuse. Et surtout, si ce n'était pas clair, je suis ravie de réexpliquer certaines choses. Voilà. Et aussi, je vous invite à lire l'article sur XRMust qui détaille un petit peu plus les différents outils de modération actuels. Petite question. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Ça fait du bien d'entendre parler de modération en 2 jours. C'est la première fois que j'entends parler et je trouve une question assez importante. Par rapport justement au fait de restituer les faits une fois qu'on a été typiquement agressé ou quoi que ce soit virtuellement dans justement les métaverses, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de se dire que du coup, comme tout est virtuel, ça peut être aussi filmé dès le début et du coup juste on dit j'ai eu un problème et on n'a pas besoin de revenir sur les faits, de ressasser toutes ces conneries. Alors c'est assez intéressant parce que c'est ce que Meta proposait en tout cas en 2016 pour le Meta Horizon. C'est-à-dire un système où on va enregistrer les 5 précédentes minutes liées à l'agression et du coup avoir potentiellement un point de vue peut-être objectif sur la question. Le problème là-dedans, c'est que notamment la justice restaurative, déjà on ne peut pas forcément simplifier des échanges à 5 minutes données, mais surtout la justice restaurative, elle s'applique à un peu travailler en fonction du ressenti des personnes et du coup le fait d'analyser ça de façon objective, ça enlève justement la possibilité d'une paix sociale ensuite, puisque si ensuite les pouvoirs modérateurs décident que non, ce n'était pas une agression, moi je vais me sentir trahi et je vais peut-être pas vouloir continuer dans ce monde virtuel. Oui, mais du coup, si on imagine que imaginons les 5 minutes qu'on peut revoir derrière, on peut quand même malgré tout les donner à la communauté, dont moi, etc., pour revérifier et puis que je puisse derrière en parler, etc. Et dans ces cas-là, ça marcherait, je pense. Oui, c'est pas faux, tout à fait. Après, moi, l'autre problème que j'ai avec le fait d'enregistrer les données, c'est que on est sur un déploiement de technologies qui me semble pas toujours nécessaire. Bon, et encore. Et surtout, ça pose la question de quand est-ce qu'on n'est pas enregistré dans le monde virtuel. Ça dépend des mondes. Une autre question ? Merci beaucoup pour cette petite présentation. Ça fait plaisir en tant que développeur qu'on va au-delà finalement de la technologie, qu'on se rapproche de l'humain dans ce genre de questions. Et cela dit, en tant que développeur, j'ai cette question parce que là, on parlait beaucoup du vocal, du chat, des interactions verbales. Et moi, ma question, c'est que en regardant par exemple VRChat que tu as montré, on voit souvent aussi de la gestuelle. Et donc, il peut y avoir ce qui se passe, ce qu'on qualifie de griefing, ou au-delà de la gestuelle vulgaire ou un peu obscène, on peut aussi aller à l'obstruction de la vision. On peut quand même déranger en fait les autres utilisateurs dans leurs activités. Et donc, quelle solution est-ce qu'on pourrait mettre en place du coup pour pallier à ça ? Merci. Justement, sur le griefing, en fait, il y a l'histoire du coup de cette femme en 2016 qui jouait à un jeu qui s'appelle QuiVR, donc un jeu multijoueur en VR, qui raconte cette fée à toucher en réalité virtuelle. Les développeurs, eux, avaient pensé à une feature pour répondre à ça, mais sans le savoir, puisque de base, ils voulaient éviter justement le griefing. Et du coup, l'idée d'une space bubble, d'activer un espèce de
bouclier 360 autour de nous, permet justement d'éviter ce genre de problème, j'ai l'impression. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ma question, c'est quand on se fait agresser, que ce soit verbalement, physiquement, dans un monde virtuel, à partir de quand la question de la juridiction réelle et de à quel moment on peut commencer à se plaindre, enfin aller porter plainte. Alors j'imagine qu'en fonction des pays, ça serait compliqué. Voilà, quand on se fait agresser dans le monde virtuel par quelqu'un qui habite dans d'un autre pays, la sanction juridique réelle est un peu compliquée à appliquer. Mais je sais que quand on met des insultes sur Facebook, par exemple, il peut y avoir des conséquences juridiques réelles. Mais comment on fait pour démontrer qu'on a été agressé physiquement dans un monde virtuel ? Alors justement, il y a dans un article que j'avais lu, il me semble, ils expliquaient, enfin en tout cas un juriste expliquait que les agressions de type sexuel, par exemple, elles sont considérées, notamment dans le droit américain, comme une agression physique. Et du coup, s'il n'y a pas de physique, c'est pas une agression. Et c'est un gros paradoxe qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas une atteinte à des biens, c'est une atteinte à une personne, et du coup, c'est juste plus compliqué qu'un toucher physique. Donc la réponse, je ne l'ai pas, mais en tout cas, il y a des questionnements qui se posent sur ça, en fait, notamment sur le fait que ce soit virtuel. Bonsoir. Oui, moi, j'ai pas encore totalement structuré ma question, mais il y a un mot qui arrive, c'est la question de l'anonymat. On se la pose assez souvent sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, c'est un peu la même chose. On devient peut-être une autre personne avec un autre nom, une autre personnalité. On est à la fois sur un courant qui parle d'anonymat, trop compliqué, mais on devient anonymat grâce à la blockchain ou à tous ces mots, ces buzzwords qu'on apprend. Et en même temps, d'autres plateformes obligent à rentrer un nom et un prénom pour ramener la personne vers le réel. Du coup, je voulais juste avoir ton point de vue sur la question. Là, ce dont tu parles, c'est, il y a un truc qui s'appelle le pseudonymat, qui est du coup le fait d'avoir une identité unique dans le monde virtuel, notamment avoir son portefeuille de crypto-monnaie associé à son avatar, tout ça. Et du coup, le pseudonymat, pour moi, c'est déjà une forme d'identité. Elle peut être reliée ou non à une vraie personne, mais en tout cas, elle est unique, j'ai l'impression. Et ensuite, on voit que dans les différents essais de métaverse ou de pseudo-métaverse, les informations personnelles, elles vont être enregistrées justement à des fins de modération pour peut-être faire un peu peur à la personne derrière en disant « Attention, je sais qui vous êtes ». Oui. Peut-être tu peux... Si tu as une question précise derrière auquel j'ai pas répondu. Non. Ok. Eh bien, très bien. Merci tout le monde de votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be sad.